Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une série ou d'un livre, parce que c'est vrai que jusqu'à présent sur la chaîne on a surtout parlé de cinéma et de jeux vidéo, et ça fait un moment que j'ai aussi envie d'introduire le fait que je regarde pas mal de séries ou que je lis quelques bouquins, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire les deux en même temps? À mon avis, c'est une idée à la con, hein, parce que euh, je risque de perdre une partie du public qui s'intéresse qu'aux séries ou qu'aux livres et qui n'ont pas forcément envie de m'entendre parler des deux à la fois, mais on va le tenter quand même parce qu'aucune autre œuvre que Cent ans de solitude n'aurait pu être plus parfaite pour introduire ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a mené de la série à un livre. Un livre absolument légendaire, certainement connu de beaucoup de personnes qui s'intéressent un minimum à la littérature, puisqu'il est régulièrement considéré comme l'un des plus grands romans de la littérature mondiale. C'est un immense classique que personnellement je n'aurais jamais découvert sans cette adaptation sublime. Et là, c'est important. Vous pouvez parfaitement devenir fan comme moi, regarder la série puis lire le livre, mais vous pouvez très bien vous contenter de l'un ou de l'autre. Et j'insiste là-dessus, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Je sais qu'il existe toujours une forme de pression autour des adaptations de grands classiques. On se dit souvent, non, il faut absolument avoir lu le livre avant de regarder l'adaptation. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, le travail d'adaptation est quelque chose de vraiment difficile et qui mérite à lui seul beaucoup plus de respect. Adapter une œuvre, ce n'est pas simplement prendre ce qui existe dans un livre et le remettre tel quel à l'écran, hein. Il faut faire des choix, trouver un rythme, transformer certaines choses et réussir malgré tout à préserver ce qui faisait l'identité de l'œuvre originale. Et pour le coup, la série va être assez simple à regarder puisqu'elle se termine en 2 saisons. Et avec 2 saisons qui arrivent justement maintenant. Ça reste donc un projet relativement court, hein. Elle se regarde assez facilement et elle donne immédiatement des visages aux personnages. Elle permet de découvrir progressivement cet univers sans avoir l'impression d'ouvrir directement un immense monument de la littérature. Parce que Cent ans de solitude, quand on regarde de loin, ça peut quand même un petit peu faire peur. Le nom de Gabriel Garcia Marquez est considéré comme l'un des grands classiques de la littérature, hein, comme je vous le disais juste avant. C'est le genre de titre que tout le monde a déjà entendu parler, et forcément avec une réputation pareille, on peut facilement s'imaginer un livre extrêmement inaccessible, un peu poussiéreux, ou alors réservé aux personnes qui passent leur temps à lire des grands classiques. Comme moi, par exemple, j'adore lire les gros classiques de la littérature, et je vous avoue que oui, il existe quelques classiques de la littérature qui, comme ça, de but en blanc, hein, peuvent paraître franchement inaccessibles. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le cas de Cent ans de solitude. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vous frustrer immédiatement avec ça, puisque la série permet justement de faire tomber une bonne partie de cette appréhension. Elle matérialise le village de Macondo. Elle nous présente progressivement la famille Buendia. Elle nous permet de nous attacher aux personnages en leur donnant également un visage, une interprétation au fil des âges, avant même d'avoir à comprendre toute la complexité de leur arbre généalogique. D'ailleurs, pour terminer cette introduction, peut-être que certains d'entre vous ont essayé un jour de lire ce livre, peut-être à l'école ou simplement parce qu'on vous l'avait conseillé et qu'il vous est tombé des mains. Eh bien, croyez-moi que la série pourrait vraiment vous réconcilier avec cette histoire. Peut-être que vous en gardez un souvenir compliqué, peut-être que, comme moi, avant de découvrir la série, vous ne connaissiez que de réputation, hein, cette licence. Dans ce cas, ce que Netflix nous propose peut réellement réveiller votre intérêt parce que, qu'on soit devant une adaptation qui est tout sauf paresseuse et qui ne va pas se contenter de reprendre le nom d'une œuvre prestigieuse, on sent une véritable volonté de respecter son identité et de la retransmettre à l'écran avec un niveau de qualité assez impressionnant. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais quand même rapidement vous expliquer de quoi il s'agit et de quoi ça parle, hein. Je vous rassure tout de suite, hein, on va éviter les spoils. Et au sujet des révélations, on va essayer d'être le plus évasif possible, hein. En apparence, c'est tout simple. Cent ans de solitude raconte l'histoire de la famille Buendia au fil des années, sur toute une lignée, ainsi que la constitution et l'évolution du village de Macondo. On assiste à la naissance de ce village, puis on accompagne cette famille pendant plusieurs générations. Des personnages naissent, voilà, ils grandissent, ils tombent amoureux, ils développent des passions, poursuivent des rêves et commettent parfois exactement les mêmes erreurs que les personnes qui les ont précédés. C'est une immense fresque familiale et je vais faire un parallèle qui peut sembler complètement improbable, mais qui parlera peut-être davantage à une partie du public de cette chaîne. Par certains aspects, la structure de Cent ans de solitude peut faire penser à JoJo's Bizarre Adventure. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire que Gabriel Garcia Marquez a écrit un manga avec des types musclés qui font des poses improbables avec des pouvoirs psychiques. On est
très loin d'être dans le même délire, mais on retrouve cette idée de suivre une même lignée familiale sur plusieurs générations. Dans Jojo, on commence avec Jonathan Joestar, puis l'histoire avance, le temps s'intéresse à ses descendants, hein, Joseph, Jotaro, et aux autres membres de la famille. Ils possèdent tous leur personnalité et vivent leurs propres aventures. Mais ils restent liés à ceux qui sont venus avant eux. Il y a certains traits de caractère qu'ils ont l'air de se transmettre, certains ennemis ou certains événements laissent des traces pendant plusieurs générations, et le nom même de la famille finit par prendre une dimension presque légendaire. 100 ans de solitude fonctionne parfois de la même manière. On va donc suivre la famille Buendia, dont l'histoire se construit sur une très longue période. Les générations changent, mais certaines personnalités semblent se répondre. Les prénoms reviennent en boucle, hein, certains comportements se répètent et on commence progressivement à reconnaître des points communs entre les personnages qui ne vivent pourtant pas à la même époque. La grande différence, c'est que Jojo's Bizarre Adventure découpe clairement son histoire avec plusieurs parties, alors que dans 100 ans de solitude, tout se mélange beaucoup plus naturellement. Une génération ne disparaît pas proprement pour laisser la place à la suivante. Hein, les personnages grandissent les uns aux côtés des autres, les enfants deviennent adultes pendant que leurs parents vieillissent, et plusieurs époques finissent parfois par cohabiter dans une même maison. À tel point que j'ai même fini par me dire que la maison elle-même était un personnage, surtout quand on imagine tout ce qu'elle a pu voir. Mais j'ai retrouvé ce plaisir assez particulier qui consiste à voir une famille évoluer dans le temps. On s'attache à certains persos, hein, puis le récit avance. Une nouvelle génération arrive qui doit vivre avec tout ce que les précédents ont construit, détruit ou transmis, voire même abandonné derrière elle, hein. Et c'est justement à ce moment-là que les prénoms commencent à revenir, à se répéter. Et que ça peut presque devenir un petit peu bizarre, je dirais. Je sais que ma copine, hein, me parle de 100 ans de solitude, par exemple, et elle se moque un petit peu de cette répétition incessante des mêmes prénoms. Vous allez rencontrer, par exemple, plusieurs José Arcadio, plusieurs Aureliano, et différentes variations autour de ces mêmes noms. D'ailleurs, il faut parfois préciser, le premier dit non, le deuxième du non, le fils de celui-là ou de l'autre. Mais derrière cette confusion, qui n'est finalement qu'apparente, je vous rassure, il y a aussi quelque chose d'assez beau. Parce que lorsqu'une famille redonne le prénom d'un père, d'un grand-père ou d'un enfant, ce n'est pas simplement parce qu'elle manque d'imagination, c'est aussi une manière de rendre hommage aux ancêtres. Les personnages qui ont disparu restent présents à travers leur nom. Ils continuent à vivre dans la maison, dans les souvenirs, dans l'histoire que l'on raconte et parfois même dans la personnalité de ceux qui portent leur prénom. Les générations ne cherchent donc pas simplement à remplacer les précédentes, elles tentent de les prolonger. Malheureusement, elles ne se transmettent pas seulement leurs qualités. Elles récupèrent aussi certaines de leurs obsessions, certaines de leurs traumatismes et leurs défauts, leur capacité assez impressionnante à refaire les mêmes erreurs. Et là, on commence à comprendre que la répétition des prénoms ne sert pas uniquement à perdre le lecteur ou la personne qui regarde la série, elle semble accompagner une idée centrale autour de cette histoire, hein. À savoir, les époques changent, le village évolue, mais quelque chose semble toujours ramener cette famille vers les mêmes comportements. C'est une œuvre qui parle énormément de transmission, hein, pas seulement de ce que l'on transmet volontairement à ses enfants, mais aussi de tout ce qu'une famille peut léguer sans même le vouloir. Et cette structure m'a beaucoup fasciné, en plus de me toucher énormément, parce qu'au fil des années, forcément, hein, certains personnages disparaissent, et on finit presque par avoir l'impression de faire partie de cette même famille. On vit le deuil avec eux. Et justement, comme je vous le disais, avant de lire le livre, j'ai d'abord découvert la série et elle m'a complètement emporté. Dès les premiers épisodes, j'ai senti une alchimie très particulière entre la narration, les dialogues, les personnages et la mise en scène. On est clairement devant une série de très haute qualité. Parfois, devant certaines productions, on peut se dire ouais, mais en termes d'accessoires, de décors ou même de qualité d'acteur, on se sent quand même que c'est un petit peu limite. Eh ben ici, pas du tout. Ils auraient presque pu en faire un film destiné au cinéma, que ça m'aurait absolument pas choqué. Et moi qui suis très sensible au dialogue, la série possède énormément de phrases magnifiques. Des phrases qui pourraient sembler excessivement littéraires dans une autre œuvre, mais qui trouvent ici parfaitement leur place. Parfois, on peut même parler de punchline. D'ailleurs, la voix du narrateur joue également un rôle immense. Généralement, lorsqu'une adaptation utilise constamment une voix off pour reprendre le texte d'un livre, ça peut rapidement ressembler à une solution de facilité. On peut avoir l'impression que les scénaristes n'ont pas réussi à raconter quelque chose par l'image et qu'ils sont obligés de nous expliquer, voilà.
Bah, ici, c'est absolument pas ce que j'ai ressenti. Bien au contraire, hein, la narration, elle participe complètement à l'atmosphère de la série et elle lui donne la texture d'un récit transmis depuis très longtemps, hein. Cette adaptation, elle aurait très bien pu faire le choix de supprimer le narrateur et elle a eu le bon goût de ne pas le faire. Ça donne au récit une texture très particulière. On a presque l'impression que quelqu'un nous raconte une vieille légende dont les faits réels, les souvenirs, les exagérations et les rumeurs auraient fini par se mélanger. Ce que je dis là, ça peut vous sembler un petit peu flou, mais croyez-moi bien que c'est extrêmement central dans l'appréciation de cette œuvre, puisqu'elle est capable de prendre des existences qui pourraient sembler ordinaires et les transformer en légendes universelles. Parce que au fond, nous suivons simplement une famille, hein, des personnes qui naissent, qui travaillent, qui tombent amoureuses, qui se disputent, qui ont des enfants, qui vieillissent et qui disparaissent. Hein, ce sont des choses qui sont arrivées dans toutes les familles du monde, mais grâce à la narration, à la mémoire et au passage du temps, ces événements prennent progressivement une dimension presque mythologique. Une vieille anecdote, hein, racontée autour d'une table devient une légende, hein. Une erreur commise par un ancêtre devient comme une malédiction qui semble peser sur ses descendants. Un souvenir déformé au fil des années finit par prendre presque une importance étrange. On a l'impression qu'on est en train de nous parler de magie. Et c'est un petit peu ce qu'il y a dans l'œuvre, vous allez voir. Parce que ici, c'est un petit peu comme si on avait récupéré toutes les histoires racontées dans une famille pendant des siècles avant de les assembler pour créer une immense épopée. Et puisque je parle de légendes et de choses impossibles, bah, il faut évidemment que j'aborde l'autre grande particularité de l'œuvre. Et là, on va peut-être s'adresser avant tout au roman, même si c'est très attenant à la série également, hein, parce qu'il s'inscrit dans une mouvance très particulière et finalement assez peu connue du grand public, qu'on appelle le réalisme magique. C'est un genre littéraire dont on entend finalement assez peu parler, hein, en dehors de certains cercles, alors que le principe est absolument fascinant, hein, moi je trouve, hein. Dans une œuvre fantastique traditionnelle, lorsqu'un événement impossible se produit, il devient généralement le centre de l'intrigue. On a les personnages qui cherchent une explication, ils se demandent d'où vient le phénomène et comment il fonctionne, comment ils vont pouvoir le combattre ou le faire disparaître. Et dans le réalisme magique, au contraire, l'extraordinaire peut surgir au milieu du quotidien sans que le récit ressente le besoin de l'expliquer. Il y a quelque chose d'impossible et de farfelu qui arrive, et le monde continue de tourner. Par exemple, à Macondo, le village peut être frappé par un phénomène totalement inexplicable et farfelu. Et au lieu d'appeler une équipe de scientifiques ou de passer toute la suite du roman à essayer de comprendre ce qui vient de se passer, ben, les personnages vont simplement apprendre à vivre avec. Peut-être que cet événement deviendra une légende, peut-être qu'on n'en parlera même plus quelques années plus tard et personne ne s'arrête pour nous fournir un mode d'emploi ou une explication. La magie se confond avec la réalité. Et ce mélange se complète à elle. À l'écrit, Gabriel Garcia Marquez peut évoquer un événement complètement absurde en quelques mots, puis passer immédiatement à autre chose. C'est notre imagination, hein, qui construit l'image, et à l'écran, forcément, il faut réellement la montrer. Et dès qu'on montre quelque chose de surnaturel, on risque d'en faire trop. Ça peut rapidement devenir une espèce de gros effet numérique, hein, une scène spectaculaire ou quelque chose qui donne l'impression d'appartenir à une série fantastique beaucoup plus traditionnelle, alors que la grande réussite de cette adaptation, c'est justement qu'elle parvient généralement à éviter ce piège. L'extraordinaire surgit sans détruire la réalité de l'univers. Ça permet à la mise en scène d'un coup de devenir extrêmement poétique sans jamais donner l'impression que la série vient soudainement de changer complètement de registre. Par exemple, et sans trop vous en dire, une maladie imaginaire peut frapper le village, ou encore une pluie de fleurs peut s'abattre après la disparition d'une figure devenue presque mythique, voire même une personne va s'envoler vers le ciel pour ne jamais plus revenir. Et tout ça est là pour appuyer le côté un petit peu légendaire de l'histoire. Peut-être qu'on ne fait pas que nous raconter quelque chose de fou, peut-être que ces événements sont vraiment arrivés, peut-être que ça s'inscrit simplement dans la réalité telle que la perçoivent les gens de cette époque. Et c'est justement cette ambiguïté qui est fascinante. Visuellement, ça surprend à chaque fois, le résultat est magnifique, Macondo possède une véritable présence, on observe le village se construire, évoluer et accueillir progressivement de nouvelles influences. On ressent le passage du temps à travers les rues, les maisons, les personnes qui les traversent, et au milieu de tout ça, il y a cette famille immense, avec chacun des personnages qui propose de nous délivrer à chaque fois une personnalité haute en couleur, avec leurs propres désirs et leur propre manière de se perdre dedans.
On ne suit pas un héros unique qui porterait toute l'histoire sur ses épaules, on suit une famille. C'est donc une œuvre chorale, avec certains personnages qui occupent de la place pendant un temps, puis d'autres prennent naturellement le relais. Et comme dans une véritable histoire familiale, finalement, chacun ne conserve pas forcément le même rôle ou la même importance tout au long du récit. On est sur un schéma totalement imprévisible, et c'est peut-être une des plus grandes forces de cette œuvre. C'est aussi une histoire qui mélange énormément de tonalités. Il y a du drame, de l'amour, de l'humour, de la politique, des conflits familiaux, et parfois des événements tellement étranges qu'on ne sait plus trop vraiment comment les interpréter. Mais l'ensemble ne ressemble jamais à une accumulation artificielle de genres. Tout appartient au même récit. Et pour le coup, lorsque j'ai terminé la première saison, j'étais complètement bouleversé. J'avais d'ailleurs retenu mes larmes plusieurs fois, et surtout je continuais à penser à la série longtemps après l'avoir terminée. Et c'est après avoir reçu quelques publicités tournant autour de l'achat d'un éventuel livre sur Amazon que j'ai fini par craquer. Il fallait que je lise ce livre, c'était devenu une nécessité, mais avant de passer à l'acte, j'ai préféré attendre presque un an parce que je voulais que mes souvenirs de la série deviennent un petit peu plus flous. Je voulais pas lire le roman uniquement pour comparer chaque scène ou vérifier ce qui avait été modifié entre le livre et la série. Non, je voulais pouvoir l'accueillir comme une œuvre à part entière. Et pour le coup, lorsque je me suis enfin lancé, j'ai compris très rapidement pourquoi ce roman possédait une réputation pareille. La première chose qui m'a marqué à l'intérieur, c'est sa capacité absolument incroyable à émerveiller. S'il y a un seul mot pour caractériser ce roman, c'est l'émerveillement. J'ai réellement lu certains passages la bouche ouverte. Il se passe constamment quelque chose, soit d'étrange ou de surprenant ou d'inattendu. Le récit donne l'impression d'une liberté assez rare, comme si absolument tout pouvait arriver dans les pages suivantes. Et contrairement à beaucoup de grandes fresques familiales, le livre ne repose pas uniquement sur une succession de drames, il possède quelque chose de très joueur. Il peut nous amener tranquillement dans une direction avant de faire surgir une idée complètement improbable. Même lorsque la structure générationnelle commence à produire une légère sensation de répétition, un nouvel événement vient relancer immédiatement la curiosité. Le roman agite constamment une petite carotte devant le lecteur. On se dit à chaque fois, allez, je vais lire, allez, encore une petite page avant de dormir, et puis, phénomène assez étrange, c'est-à-dire qu'on finit carrément le chapitre, parce qu'une nouvelle personne arrive à ma condo, vous vous dites que vous allez simplement aller finir au moins le chapitre suivant pour comprendre où ça va vous amener, et 2 heures plus tard, vous y êtes toujours. J'ai donc dévoré le livre assez rapidement, mais je préfère quand même être honnête, le roman demande un petit effort. Il y a beaucoup de personnages, les noms se répètent, la chronologie peut parfois sembler vertigineuse, et passé un certain point, on peut ressentir une forme de cycle dans les comportements et dans les situations, ce qui pourrait être considéré comme un défaut, accompagne en réalité l'un des thèmes fondamentaux du livre, à savoir que tout semble se répéter. Les personnages pensent parfois être complètement différents de leurs parents ou de leurs ancêtres, mais ils finissent malgré eux à suivre des chemins plus ou moins comparables. Et c'est à travers ces répétitions que j'ai progressivement commencé à comprendre le sens du titre. Parce qu'au départ, 100 ans de solitude peut sembler être un titre assez étrange. On suit une famille immense, la maison familiale est régulièrement remplie de monde, des personnages arrivent, repartent, reviennent ou trouvent une place auprès des Buendia. C'est une famille vivante, bruyante et même, j'ose le dire, carrément chaotique. Alors pourquoi parler de solitude? Eh bien parce que cette solitude, elle n'est pas nécessairement physique. Les personnages peuvent être entourés par leur famille et pourtant être profondément seuls. Ils se laissent enfermer par leurs passions, par leurs ambitions, par leurs regrets, leurs désirs ou leurs obsessions. Et quelqu'un peut passer sa vie à poursuivre une découverte, une guerre, un amour impossible ou simplement une idée fixe jusqu'à ne plus voir les autres personnes qui se trouvent juste à côté de lui. Et c'est exactement ça qui représente toute l'œuvre. Et croyez-moi que c'est extrêmement touchant, surtout quand on le comprend. Parce que même lorsque les comportements de certains personnages deviennent condamnables ou incompréhensibles, cette solitude reste profondément humaine. Nous avons probablement tous déjà connu des personnes qui avaient une famille, des amis, des gens prêts à les aimer, mais qui semblaient malgré tout impossibles à atteindre.
Et il nous arrive peut-être également de nous enfermer nous-mêmes dans certaines pensées au point de ne plus voir ce qui nous entoure. Et c'est là que le roman dépasse complètement sa simple histoire familiale. Les Buendia possèdent une histoire très particulière, mais les émotions qui traversent les générations sont universelles. Et c'est justement pour ça que ce thème m'a extrêmement touché. Et ça me parle énormément parce que le livre parle de la famille, du temps, de la mémoire, de l'amour, du pouvoir, des idéaux et même des frustrations, de tout ce que les êtres humains sont capables de poursuivre jusqu'à s'y perdre complètement. Et même lorsque le récit devient totalement imprévisible, son cœur reste profondément humain. Bon, la principale différence, c'est que j'ai ressenti entre le livre et la série, c'est la manière dont la magie est représentée. Dans la série, elle reçoit forcément une forme visuelle, et dans le roman, les événements plus étranges peuvent surgir discrètement au milieu d'un paragraphe. Les textes s'arrêtent pas du tout pour nous expliquer que nous venons d'assister à quelque chose d'important. Ça arrive tout simplement, et le narrateur constate parfois l'impossible avant même qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte nous-mêmes en lisant les lignes, et puis paf, on passe à la suite. Il y a une maladie magique et inconnue qui vient de surgir. Bon, ça arrive, ils survivent, allez, paf, on passe à la suite. Et je trouve cette manière de raconter absolument fascinante. Ça ajoute encore à cette capacité que le roman a à émerveiller le lecteur, hein. Et forcément, la série ne peut pas reproduire exactement cette sensation de la même manière. En revanche, elle va nous bercer dans cet environnement étrange et surtout donner des visages, des voix et une présence physique à tous ces personnages. Et justement, une autre différence que j'ai ressentie, c'est que j'ai pas été touché de la même manière et de la même façon par les mêmes personnages des deux supports. Dans la série, j'avais mes personnages préférés et dans le roman, ça a parfois été totalement différent parce qu'ils ne sont pas tous traités exactement de la même manière. Certaines figures m'ont davantage marqué dans la série grâce à une interprétation, un regard, un silence ou une manière très précise de mettre en scène le personnage. Je pense notamment à Ursula, qui est un petit peu le pilier de la famille, quand à l'inverse, d'autres ont pris une importance beaucoup plus forte dans ma lecture. Et ça m'a fait quelque chose de comparable entre le manga Vagabond et le roman La pierre et le sabre. Pour ceux qui connaissent pas, Vagabond raconte à sa manière le parcours de Miyamoto Musashi, l'une des figures les plus célèbres de l'histoire japonaise. Et le manga reprend cette figure historique en s'inspirant notamment du récit proposé dans le roman mythique La pierre et le sabre. On retrouve donc Musashi, ses combats, sa quête pour devenir plus fort et plusieurs personnages importants de son parcours. Mais le manga et le roman ne donnent pas toujours la même place au même personnage. Un personnage peut vous marquer par sa présence visuelle dans Vagabond, par un regard ou simplement par le dessin de Takehiko Inoue, et ça peut produire une émotion complètement différente dans le roman, qui va davantage entrer dans ses pensées ou modifier le rythme de son évolution. D'ailleurs, c'est exactement ce qui m'intéresse dans les adaptations, hein. C'est pas seulement une question de fidélité, c'est une question de regard, je trouve. Réfléchissez-y vous-même d'ailleurs, hein, une bonne adaptation. On se demande toujours pourquoi un même personnage peut nous bouleverser dans une œuvre ou nous laisser plus distants dans l'autre. Pourquoi, à l'inverse, un personnage presque secondaire dans notre souvenir peut-il prendre une ampleur immense lorsqu'on le découvre sous une autre forme? Ça dépend évidemment de l'écriture, mais également du rythme, de l'interprétation, de la mise en scène, ou du temps que chaque support nous permet de passer dans la tête d'un personnage. Donc je parlerai probablement un jour plus longuement de Vagabond, de La pierre et le sabre sur la chaîne. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si cette comparaison vous intéresse. Et pour revenir à 100 ans de solitude, c'est justement pour toutes ces raisons que je n'ai aucune envie de faire une simple compétition entre le roman et la série. Le roman n'annule pas la série et la série ne remplace évidemment pas le roman. Ce sont deux expériences différentes qui se sont enrichies mutuellement dans mon parcours. La série m'a donné une porte d'entrée, elle m'a permis de découvrir facilement cette famille, de m'attacher au personnage, d'avoir envie d'en apprendre davantage. Elle a même donné ses lettres de noblesse à certains passages cruciaux, magnifiques. Elle a magnifié des morts de personnages, elle les a rendus mythiques à mes yeux. Puis le roman m'a révélé toute une ampleur du projet, hein. Il m'a permis de mieux comprendre la structure générationnelle, les répétitions, les différentes formes de solitude que traverse cette famille. Et il y a évidemment d'autres événements qui m'ont profondément marqué dans les deux versions, et notamment la manière dont elles abordent la mort. Je vais évidemment rester extrêmement vague, je ne vais pas vous dire ni qui, ni quand, ni comment, mais certaines disparitions m'ont profondément touché
Parce qu'elles ne sont pas simplement utilisées pour provoquer une émotion facile, elles racontent quelque chose des personnages. Elles semblent parfois résumer toute une existence en quelques gestes, quelques mots ou une dernière image. À tel point que l'arbre au centre de la maison semble presque possédé par la personne qui était attachée autour. Et vraiment, cette image-là me marque. À chaque plan où on aperçoit cet arbre, je suis toujours profondément marqué. Ces fins, hein, ces morts, elles racontent quelque chose en plus des personnages. Certaines parlent du temps qui finit par nous rattraper, d'autres du poids de la mémoire, d'autres encore des ambitions, du pouvoir des regrets amoureux ou de la manière dont une personne peut passer sa vie entière à se protéger des autres avant de finalement se retrouver seule avec elle-même. Et ce qui m'a particulièrement marqué, ben, c'est la poésie avec laquelle ces moments peuvent être racontés, hein. La série ne cherche pas forcément à surcharger l'émotion, elle peut simplement laisser un silence, une image, un mouvement très simple prendre ben, toute la place, et le livre peut faire exactement la même chose avec quelques phrases. Je ne vais rien vous révéler, mais certaines des disparitions sont tellement poétiques qu'elles m'ont fait monter les larmes plusieurs fois. J'ai relu certains passages du roman, j'ai également revu certains épisodes de la série alors que je savais évidemment ce qu'il allait arriver. Mention spéciale pour le dernier épisode de la saison 1 que j'ai dû revoir au moins 4 fois. Et malgré ça, croyez-moi bien que l'émotion fonctionnait encore. Et peut-être même davantage. Parce que une fois qu'on connaît ben, le parcours complet d'un personnage, le moindre détail prend une autre signification, hein. Il y a une phrase prononcée bien plus tôt qui peut résonner complètement différemment, et parfois on assiste presque davantage à une mort symbolique, une mort du cœur, qu'à une mort physique d'un personnage. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnages, mais certains semblent traverser les âges et finissent presque par devenir mythiques. Comme notamment le personnage que j'ai cité un petit peu plus tôt, hein, Ursula. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais elle a vraiment une aura très particulière. Et croyez-moi que des personnages marquants comme celui-là, ben, vous allez en avoir une sacrée palanquée. Parce que c'est aussi ça, Cent ans de solitude, c'est une œuvre capable de parler d'une famille très particulière tout en touchant à quelque chose d'extrêmement intime et d'universel. Il faut évidemment que je vous parle du dernier chapitre du roman. Rassurez-vous, encore une fois, je vais rien vous révéler, hein. Mais forcément, j'avais une véritable appréhension, hein, avant de le lire. Lorsqu'on accompagne une famille aussi longtemps à travers autant de générations, et sans fil narratif bien précis, on peut facilement craindre une conclusion trop rapide, trop abstraite ou incapable de répondre à l'immensité de tout ce qui nous a été raconté. Et au contraire, bah, ce dernier chapitre m'a particulièrement sidéré. Et j'ai eu l'impression que tout ce que je venais de lire prenait soudainement une nouvelle dimension. Les éléments qui pouvaient sembler dispersés commencent à résonner entre eux. Et le roman donne l'impression de former une immense mécanique, voire même une boucle, dont on ne comprend réellement la forme qu'au moment où elle se referme. Comme je vous le disais justement, j'ai littéralement lu certaines pages la mâchoire tombante, et lorsque je l'ai terminé, franchement, le dernier chapitre, j'ai dû le reprendre du début tellement que ça m'avait choqué. Et cette conclusion remet aussi en perspective les thèmes du temps, de la mémoire et de la disparition. Elle nous rappelle que même les histoires les plus grandes, les familles les plus nombreuses, les existences les plus extraordinaires peuvent finir par s'effacer. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui donne autant d'importance au fait de raconter ces histoires. Parce que si tout finit par disparaître, alors transmettre devient essentiel. Raconter permet de prolonger quelque chose. Et aujourd'hui, je trouve assez ironique que Cent ans de solitude soit justement une œuvre qui a autant été transmise. Elle-même a fini par traverser le temps. Et pour moi, elle l'a fait au point que le roman est devenu l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire. C'est une œuvre beaucoup trop vaste pour être entièrement absorbée en une seule lecture. Et si j'avais qu'une seule chose à dire, c'est que ce livre m'a tellement marqué que je sais que j'y reviendrai une dernière fois un peu avant ma mort. Et je le dis avec un air très solennel, mais je crois que c'est important qu'une œuvre comme ça existe. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, par où commencer? Quel est le support qui vous attire le plus? Est-ce que vous avez lu déjà ce livre-là ou est-ce que vous en avez peur? Est-ce que ces centaines de pages et son immense généalogie vous terrifient? Bah, dans ce cas-là, commencez par la série et sans aucune honte, et j'insiste, sans aucune honte, elle reste relativement courte, elle vous donnera des repères visuels, elle constitue une excellente introduction à cet univers et vous pouvez parfaitement vous en contenter. Si vous aimez les grandes sagas familiales, les récits qui traversent les générations ou les œuvres qui prennent d'immenses libertés avec la réalité, bah alors foncez vers Cent ans de solitude, que ce soit la série ou le roman.
Parce que s'il y a bien une chose que vous ne pourrez pas lui retirer, c'est qu'il s'agit d'une œuvre profondément unique. Et même si je me suis permis de la comparer à des choses un petit peu farfelues, hein, comme La Pierre et le Sabre ou Jojo Bizarre Adventure, elle possède véritablement sa propre identité. Elle procure notamment cette satisfaction assez particulière de voir une famille devenir progressivement légendaire à travers toutes les personnes qui la composent. Et dans tous les cas, je pense que le roman, comme la série, mérite d'être découvert. La série est une adaptation remarquable et probablement l'une des meilleures portes d'entrée possibles vers ce roman. Et le livre est une merveille profondément humaine, capable de nous émerveiller tout en nous parlant de ce que les familles transmettent, de ce que le temps détruit et de ce que la solitude portée en chacun peut faire en soi et autour de soi. Alors dites-moi en commentaire, comment avez-vous découvert 100 ans de solitude, peut-être avec ma vidéo? Est-ce que vous connaissiez déjà le roman avant l'arrivée de la série? Parce que il est quand même considéré comme l'un des 100 romans les plus importants dans l'histoire humaine quand même. Est-ce que comme moi, l'adaptation vous a donné envie de vous lancer dans cette lecture? Est-ce que vous aviez tenté de le lire avant de l'abandonner au milieu de tous ces Rosset Arcadio et tous ces Aureliano? Est-ce que le parallèle avec Jojo Bizarre Aventure vous semble complètement stupide ou est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce que j'avoue que cette comparaison-là, je l'assume qu'à moitié. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai découvert cette histoire grâce à Netflix. La série m'a conduit au roman et le roman m'a donné encore plus envie de retourner vers la série. Aujourd'hui, les deux œuvres sont devenues presque indissociables dans mon esprit. C'est certainement l'une des meilleures adaptations de romans qui m'ait été donné de voir. Et il y a un vrai consensus là-dessus, hein. J'ai pu écrire une critique là-dessus il y a quelque temps et un des lecteurs me l'a confirmé également. Et le fait que ces deux œuvres soient devenues indissociables, c'est ce qui est probablement le plus beau compliment que je puisse faire à cette adaptation. Alors foncez, et je serai très curieux de voir ce que vous en pensez en commentaire.